Il existe un moment particulier, presque invisible aux yeux des historiens qui étudient les grandes batailles ou les mouvements d'armée, où un homme comprend que tout ce qu'il a construit au cours de sa vie est sur le point de s'effondrer complètement. Pour les généraux du Troisième Reich, ce moment s'est produit de différentes manières. Au cœur d'une forêt près de Duisbourg, sur la banquette arrière d'une voiture sur la route entre Paris et Metz, dans une cellule de la prison de Plötzensee, avec une fine corde suspendue à un crochet métallique. 12 des 18 maréchaux allemands ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale ont été écartés du service actif avant la fin de la guerre et 6 sont morts dans des circonstances violentes. L'armée allemande qui est entrée dans la Seconde Guerre mondiale était une institution forgée par des siècles de tradition prussienne, la loyauté envers l'État, l'obéissance aux supérieurs hiérarchiques, la subordination de tout jugement personnel à la chaîne de commandement. C'est cette même tradition qui a permis à Adolf Hitler de transformer des hommes d'une intelligence tactique considérable en instruments d'une guerre que beaucoup d'entre eux, en privé, savaient ne pas pouvoir gagner. La tension entre le serment d'allégeance au Führer et la conviction grandissante que l'Allemagne se dirigeait vers le désastre a marqué la psychologie de presque tous les commandants qui apparaissent dans ce. De tous les maréchaux qui ont servi Hitler, aucun n'incarnait sans doute mieux la contradiction du soldat professionnel allemand que Walter Model. Né le 24 janvier 1891 près de Magdebourg, fils d'un directeur d'école sans ressources militaires ni titres nobiliaires, Model atteignit les plus hauts échelons de l'armée allemande, non par héritage, mais grâce à une brutalité presque surhumaine dans le travail, à sa volonté et à son mépris pour sa propre sécurité. À l'été 1944, il commandait plus de la moitié de toutes les forces allemandes sur le front de l'Est. Aucun autre général dans l'histoire récente de l'Allemagne n'avait accumulé une telle responsabilité en si peu de temps. On l'appelait le Feuerwehrmann du Führer, le pompier. Chaque fois qu'un secteur du front était au bord de l'effondrement, lorsque les divisions étaient encerclées et que les commandants demandaient l'autorisation de se retirer, Hitler envoyait Model. Et Model arrivait, s'installait au poste de commandement le plus avancé qu'il trouvait, insultait les commandants intermédiaires dans un langage qui aurait fait rougir un sergent instructeur, réorganisait les unités à la volée avec une férocité presque théâtrale, et le front tenait bon. Le secret de Model était qu'il ne demandait jamais la permission de faire ce qu'il jugeait nécessaire. En janvier 1942, alors que sa 9e armée était sur le point d'être encerclée dans la région de Rzhev, il se rendit en personne au quartier général du Führer pour exiger les renforts d'une division blindée. Hitler, qui eut tout au long de la guerre une relation amoureuse avec les généraux qui osaient le contredire, le fixa du regard lorsque Model demanda froidement « Qui commande la 9e armée ? Mon Führer, vous ou moi ?» Ce fut l'une des rares fois où Hitler recula. Après cet épisode, le dictateur ne pouvait dissimuler un certain malaise en présence de son pompier préféré. On raconte qu'il aurait fait remarquer à un subordonné « Avez-vous vu cet œil ? Je fais confiance à cet homme pour mener à bien sa mission, mais je ne voudrais pas servir sous ses ordres. » L'apparence physique de Model faisait partie de sa légende. 1,60 m, robuste, presque carré, avec un monocle à l'œil droit que certains de ses officiers interprétaient comme un geste affecté et d'autres comme le prolongement naturel de son regard froid. Il se déplaçait constamment à bord d'un avion de reconnaissance Storch, atterrissant sans prévenir sur les positions de ses subordonnés pour vérifier si les rapports correspondaient à la réalité. Lorsqu'ils ne correspondèrent pas, les conséquences pour le commandant responsable étaient immédiates. Les états-majors qui servaient sous ses ordres demandaient des mutations en masse. Ses soldats le respectaient avec un mélange de crainte et d'admiration. En juin 1944, lorsque l'opération Bagration détruisit en quelques semaines ce que l'armée allemande avait mis des années à construire, anéantissant le groupe d'armée centre avec des pertes estimées à 28 divisions et près de 350 000 hommes en moins de 2 mois, Hitler envoya Model. Le maréchal arriva alors que la situation était déjà irréversible, mais sa présence endigua suffisamment l'hémorragie pour empêcher les soviétiques d'atteindre la Prusse orientale cet été-là. Le 17 août 1944, Hitler lui remit l'agrafe en diamant de la croix de chevalier et lui confia simultanément une nouvelle mission, prendre le commandement du front occidental où le débarquement en Normandie avait réduit le groupe d'armée B à une poignée de divisions en retraite.
Ce que Model trouva à son arrivée en France, c'était la dissolution du pouvoir allemand à l'ouest. Les panzers restants comptaient chacun entre 5 et 10 chars. Il n'y avait pas de réserve. En septembre 1944, il écrivit à Hitler avec sa brutalité caractéristique « Ce combat inégal ne peut plus durer bien longtemps ». Craignant que le message ne soit intercepté par des intermédiaires, il ajouta à son rapport le plus important une note personnelle, à présenter au Führer dans l'original. L'offensive des Ardennes, lancée en décembre 1944, fut la dernière grande opération que Model dirigea à l'Ouest. Dès le début, il la considéra comme une erreur stratégique. Avec le général Hasso von Manteuffel et le général des Waffen-SS Sepp Dietrich, il s'adressa directement à Hitler lors d'une conférence tenue quelques jours avant le début de l'opération, arguant que l'objectif d'Anvers était inatteignable avec les ressources disponibles. Hitler refusa de les écouter. Lorsque les chars allemands commencèrent à avancer à travers les forêts gelées des Ardennes, Model s'installa près de Saint-Vith. Un lieutenant allemand nota dans son journal « Le général Feldmarschall Model dirige personnellement le trafic. Un homme petit et insignifiant, avec un monocle. » En mars 1945, le Rhin avait été franchi. Le 7 mars, les forces blindées américaines s'emparèrent du pont Ludendorff à Remagen sans l'endommager, ce qu'Hitler considéra comme une trahison personnelle. À la fin du mois, les 300 000 hommes du groupe d'armée B se retrouvèrent pris au piège dans la poche de la Ruhr, complètement encerclés. Kesselring lui-même arriva d'Italie avec pour instruction de rétablir la situation et se retrouva face à un Model à bout de force, qui lui lança une diatribe contre la folie de l'OKW, de Jodl et de Keitel, des paroles qui auraient coûté la vie à n'importe quel général autre que lui. Model refusa de transmettre les ordres de Hitler concernant la tactique de la terre brûlée. Le ministre Albert Speer, qui parcourait alors l'Allemagne pour tenter de sauver ce qui restait des infrastructures du pays, lui demanda de ne pas détruire les installations de la Ruhr. Model céda en silence. Le général Matthew B. Ridgway, commandant du 18e corps aéroporté des États-Unis, lui envoya un émissaire sous drapeau blanc pour lui proposer la reddition. L'officier d'état-major, qui lui transmit la réponse, expliqua à l'émissaire que le serment personnel du maréchal au Führer lui rendait impossible ne serait-ce que d'envisager cette proposition. Au cours de la deuxième semaine d'avril 1945, Model ordonna la dissolution du groupe d'armée B. Les soldats les plus jeunes et les plus expérimentés furent démobilisés. Les autres eurent le choix entre se rendre ou tenter de s'échapper en petits groupes à travers les lignes alliées. Model, lui-même, accompagné de son aide de camp, le colonel Theodor Pilling, et de 2 autres officiers, s'enfonça à pied dans une forêt près de Duisbourg. Pendant 4 jours, il vécut parmi les arbres, dormant à même le sol de cette forêt où les hivers de la Ruhr frappaient encore fort en avril, discutant avec ses 3 compagnons d'honneur de l'Allemagne de ce que signifie servir un État lorsque cet État est devenu autre chose. Model savait que les Soviétiques l'avaient accusé de crimes de guerre liés à la déportation de 175 000 personnes vers des camps de travail forcés en Lettonie, fait que les historiens attribuent a posteriori au SS et non à sa juridiction directe. Mais il savait aussi que cela ne changerait en rien le sort qui l'attendait s'il tombait aux mains des Soviétiques. À un moment donné, au cours de ces 4 jours, il demanda à son état-major « Avons-nous fait tout notre possible pour justifier nos actions devant l'histoire ? Que reste-t-il à un commandant dans la défaite ?» Et sans attendre de réponse, il ajouta « Dans l'Antiquité, on prenait du poison. » Le 21 avril 1945, après avoir serré la main de chacun des 3 officiers présents, Model et le colonel Pilling s'enfoncèrent dans la forêt. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit. Pilling revint seul. Model fut enterré là où il était tombé. Des années plus tard, son fils organisa le transfert de sa dépouille au cimetière militaire de la forêt de Hürtgen, où il repose parmi les soldats qu'il a commandés. Le seul général que Hitler eût jamais qualifié publiquement de « meilleur maréchal » finit seul parmi les arbres, avec son pistolet Walter. Le 30 octobre 1882, Günther Hans von Kluge naquit à Poznan, alors ville prussienne, fils d'un officier d'artillerie qui ne porterait le titre nobiliaire von qu'à partir de 1913.
Kluge hérita de l'ambition, de la rigueur technique et de la fermeté qui caractérisaient les officiers de la vieille école prussienne, mais aussi d'une qualité que beaucoup de ses collègues ne développèrent jamais. Une conscience aiguë, presque maladive, de ses propres contradictions. Kluge était un commandant brillant. Il le démontra dès la Pologne en septembre 1939, lorsque sa 4e armée brisa les défenses polonaises avec une efficacité qui impressionna Hitler lui-même. En mai 1940, en France, ces 4 armées traversèrent les Ardennes à une vitesse que les planificateurs alliés jugeaient impossible. Et c'est dans ce contexte que Kluge autorisa Erwin Rommel à forcer la traversée de la Meuse à Dinant à l'aide de canaux pneumatiques, une décision qu'il avait lui-même initialement voulu reporter afin d'organiser une attaque en règle, mais qu'il appuya après avoir entendu les arguments de Rommel. Ce fut l'une des décisions les plus déterminantes de la guerre sur le front occidental. Sur le front de l'Est, à la tête du groupe d'armées Centre pendant l'opération Barbarossa, Kluge démontra à la fois ses capacités et ses limites. Lorsque l'offensive vers Moscou s'est arrêtée en décembre 1941, alors que les températures descendaient en dessous de 30 degrés sous zéro et que les divisions allemandes se trouvaient à 20 km de la capitale soviétique, Kluge a compris quelque chose que beaucoup de ses collègues ont mis des années à admettre. Que l'Allemagne ne gagnerait pas cette guerre aussi facilement qu'on l'avait supposé. La crise vint d'ailleurs. Henning von Tresckow, chef d'état-major de Kluge au sein du groupe d'armées Centre, était l'un des conspirateurs les plus actifs de l'armée allemande. Un homme qui croyait sincèrement que tuer Hitler était un devoir moral pour tout officier conscient de ce qui se passait. Tresckow a travaillé pendant des mois sur la conscience de Kluge, l'invitant à envisager de soutenir un coup d'État. Et Kluge a écouté, réfléchi, hésité. La condition posée par Kluge était simple, il n'agirait que si Hitler était mort. Pas avant. Cette condition révélait le problème fondamental de son caractère. C'était un homme capable de voir la vérité morale d'une situation, mais incapable de franchir le pas que cette vérité exigeait, sans la certitude absolue du succès. Lorsque, le 20 juillet 1944, Klaus von Stauffenberg déposa sa mallette piégée dans la salle de conférence de la Garde du Loup, les conspirateurs firent appel à Kluge. Pendant quelques heures, il sembla que le maréchal était disposé à rejoindre le nouveau gouvernement provisoire que l'on tentait de former à Berlin. Puis vint la nouvelle qu'Hitler avait survécu. Kluge fit immédiatement marche arrière. Il réaffirma sa loyauté envers le régime avec la rapidité dont seuls ceux qui ont failli le trahir sont capables. En août 1944, Kluge commandait les forces allemandes en Normandie, où le débarquement allié avait créé une situation désespérée. Un jour, sa voiture fut touchée par un raid aérien allié et pendant des heures, Kluge resta injoignable. Hitler, dont la méfiance envers ses généraux frôlait déjà la paranoïa, commença à croire que Kluge négociait en secret avec les Alliés une capitulation séparée. Il n'y avait aucune preuve de cela, mais la méfiance suffisait. Le 17 août 1944, Kluge fut relevé de ses fonctions et convoqué à Berlin. Le message était sans équivoque pour quiconque connaissait les rouages du régime. Il allait être arrêté. Les aveux obtenus sous la torture de plusieurs conspirateurs du 20 juillet avaient mentionné son nom. Kluge n'arriva jamais à Berlin. Le 19 août 1944, quelque part sur la route entre Paris et Metz, il avala une capsule de cyanure qu'il portait sur lui depuis longtemps. Il laissa une lettre adressée à Hitler. Dans celle-ci, sans rien révéler de ses contacts avec la résistance, il suggérait au Führer de mettre fin à la guerre, car l'Allemagne ne pouvait pas la gagner. C'était le conseil qu'il n'avait jamais eu le courage de donner de son vivant. Kluge mourut seul sur la banquette arrière d'une voiture, sur une route de la France occupée, le cyanure faisant encore son effet. L'homme qui, pendant des années, avait vu clairement ce qu'il fallait faire et n'avait jamais trouvé le moment de le faire, mourut exactement ainsi, entre deux points sans en atteindre aucun. En juin 1973, près de Munich, l'homme que de nombreux historiens militaires considèrent comme le plus grand stratège que l'armée allemande ait produit pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 85 ans. Erich von Manstein a reçu les honneurs militaires lors de ses funérailles, et parmi les personnes présentes se trouvaient de nombreux anciens combattants des deux camps. Il avait survécu au camp de prisonniers, à un procès pour crimes de guerre, à 8 ans d'exil de l'armée qu'il avait bâtie,
et à la disparition de tout ce pour quoi il avait œuvré. Manstein est né le 24 novembre 1887 à Berlin, fils adoptif du général Georg von Manstein et neveu par alliance de l'influent maréchal Paul von Hindenburg. Son nom de naissance était Erich von Lewinsky, mais il avait été donné en adoption à une famille de militaires sans descendance masculine. Cette dualité d'identité, entre le nom qu'il avait reçu à la naissance et celui qu'il porta toute sa vie professionnelle, n'était rien d'autre qu'une métaphore de l'existence d'un homme qui évolua constamment à la frontière entre ce qu'exigeait la loyauté et ce que dictait l'intelligence. Le plan que Manstein élabora à l'automne 1939 pour l'invasion de la France, le célèbre Sichelschnitt ou coup de faucille, fut peut-être le plus brillant de toute la Seconde Guerre mondiale. La proposition initiale de l'état-major prévoyait une version modifiée du plan Schlieffen de 1914, le poids principal de l'attaque reposant sur la Belgique et les Pays-Bas. Manstein, alors chef d'état-major de Rundstedt au sein du groupe d'armée A, fit valoir que ce plan était exactement ce à quoi s'attendaient les Alliés attendaient. L'alternative qu'il proposa consistait à traverser les Ardennes avec la masse blindée allemande, à franchir la Meuse à Sedan et à bifurquer vers la Manche, coupant ainsi le gros des armées alliées par l'arrière. Brauchitsch et Halder le rejetèrent à plusieurs reprises car cela contredisait la doctrine établie. Rundstedt le soutint. L'histoire a donné raison à Manstein. En 6 semaines, le plan que ses supérieurs avaient rejeté a mis en pièces le front allié avec une efficacité qui a surpris même les Allemands eux-mêmes. Sur le front de l'Est, Manstein mena certaines des opérations militaires les plus complexes de la guerre. La conquête de la péninsule de Crimée en 1941 à 1942, avec la prise de Sébastopol en juillet 1942 après un siège de 8 mois. La tentative de briser l'encerclement de Stalingrad en décembre 1942, qui échoua non pas par manque de talent tactique, mais parce que la 6e armée encerclée manquait déjà de carburant pour avancer vers les colonnes de secours. Et la contre-offensive de février et mars 1943 dans la région du Dniepr, qui a permis de reprendre Kharkov et de stabiliser le front sud après le désastre de Stalingrad, ce que de nombreux analystes considèrent comme la plus grande victoire défensive-offensive de l'armée allemande. Les frictions avec Hitler étaient constantes et croissantes. Manstein était en désaccord avec la tactique hitlérienne consistant à ne pas reculer d'un pas, car il comprenait que dans la guerre de mouvement qui se livrait à l'Est, la retraite tactique pouvait être le prélude à une contre-attaque dévastatrice. Lorsqu'il tentait d'expliquer cela au Führer, il se voyait répondre par des cris et des accusations de lâcheté. Lors d'une de ces réunions, selon des témoignages, Manstein répondit à une diatribe d'Hitler avec un sang-froid qui laissa les personnes présentes sans voix. Il désigna directement une décision du Führer sur la carte et déclara que si cet ordre était exécuté, le résultat serait un désastre. Hitler exécuta l'ordre. Le résultat fut un désastre. Le 30 mars 1944, Hitler le convoqua et lui annonça qu'il était relevé de son commandement du groupe d'armée sud. En compensation, il lui remit personnellement les épées avec diamant de la croix de chevalier, la plus haute distinction militaire allemande. C'était la manière la plus élégante qui soit de dire à un homme qu'il n'était plus utile. À la fin de la guerre, Manstein était hospitalisé lorsqu'il fut capturé par les Britanniques. En 1949, il fut jugé à Hambourg pour crimes de guerre liés au traitement des civils et des prisonniers sur le territoire qui était sous son commandement sur le front de l'Est. Il fut condamné à 18 ans de prison. Cette condamnation suscita une controverse qui n'est toujours pas tout à fait close. Plusieurs officiers militaires britanniques, dont Winston Churchill lui-même et le maréchal Lord Carver, estimèrent publiquement que la peine était excessive. Liddell Hart lui-même, l'influent théoricien militaire britannique qui avait longuement interviewé Manstein après la guerre, estimait que le procès avait été disproportionné. Il purgea 4 ans de sa peine et fut libéré en 1953 pour raison de santé. Dans l'après-guerre, Manstein fut consulté par le gouvernement de Konrad Adenauer lorsque l'Allemagne de l'Ouest commença à reconstruire ses forces armées dans le cadre de l'OTAN. Il publia ses mémoires, Victoire perdue, qui devinrent un best-seller international et qui constituent encore aujourd'hui une référence incontournable pour tout spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Dans cet ouvrage, Manstein présenta sa version des faits avec une clarté que certains jugèrent autodisculpatoire et d'autres simplement honnête. Il mourut le 9 juin 1973 à Hirschenhausen, près de Munich, de cause naturelle. Ses funérailles rassemblèrent des vétérans allemands et étrangers. Il est l'un des rares généraux du Troisième Reich dont la réputation militaire a survécu intacte à la défaite. Il existe des morts que le temps transforme en symboles, et celle d'Erwin von Witzleben en fait partie. Il n'est pas mort sur un champ de bataille, ni dans une prison de campagne. Il est mort à la prison de Plötzensee, à Berlin, le 8 août 1944, et la manière dont il est mort était une décision prise personnellement par Adolf Hitler, que ce soit lent. Witzleben est né le 4 décembre 1881 à Breslau, dans une famille de tradition militaire prussienne dont l'histoire au service de l'État remontait à plusieurs générations. Il atteignit le grade de maréchal de campagne et en vint à commander des groupes d'armées entiers. Mais son nom dans l'histoire n'est associé à aucune bataille en particulier. Il est associé à une décision morale. Dès les années 1930, Witzleben fut l'un des militaires allemands les plus actifs dans les complots contre Hitler. Dès l'été 1938, alors que le dictateur semblait prêt à risquer une guerre générale pour les Sudètes, Witzleben participa activement au plan que Beck et l'homme politique Karl Goerdeler avaient organisé pour arrêter Hitler et mettre en place un gouvernement provisoire chargé de négocier avec les puissances occidentales. Le plan fut avorté lorsque Neville Chamberlain se rendit à Munich et accorda à Hitler exactement ce qu'il exigeait, éliminant ainsi le contexte de crise dont les conspirateurs avaient besoin pour justifier leur action auprès de l'opinion publique allemande. Au cours des années suivantes, Witzleben continua de fréquenter les cercles conspirateurs, gravitant autour de personnalités telles que Ludwig Beck, Karl Goerdeler, Henning von Treschow et, plus tard, Klaus von Stauffenberg. Il faisait partie des généraux que les conspirateurs considéraient comme disposés à assumer des postes de commandement au sein du gouvernement qui devait être mis en place après la mort d'Hitler. Dans le plan du 20 juillet 1944, Witzleben était destiné à devenir commandant en chef de la Wehrmacht du nouveau gouvernement provisoire. Lorsque Stauffenberg déposa sa mallette piégée dans la salle de conférence de la Tanière du Loup le 20 juillet, puis s'envola pour Berlin en croyant qu'Hitler était mort, Witzleben quitta sa retraite de Stülpnagel pour se rendre au quartier général de remplacement de la Bendlerstrasse à Berlin. Il y attendit tandis que des informations contradictoires se succédaient tout au long de l'après-midi. Lorsqu'il devint clair qu'Hitler avait survécu à l'explosion, le complot commença à s'effondrer en quelques minutes. Witzleben retourna dans sa propriété à la campagne. Le lendemain, il fut arrêté. Ce qui s'ensuivit fut un processus qu'on ne peut qualifier de procès sans trahir le sens même du mot. Le tribunal du peuple, présidé par Roland Freisler, un homme dont la férocité judiciaire n'avait d'égal que son talent pour l'insulte publique, fut le théâtre choisi par le régime pour mettre en scène la destruction de ses ennemis intérieurs. Les audiences furent filmées pour qu'Hitler puisse les visionner le soir même. Witzleben, comme les autres accusés du 20 juillet, fut contraint de comparaître sans ceinture, vêtu d'un pantalon ample de plusieurs tailles supérieures à la sienne, obligé de le tenir de ses mains pour ne pas se retrouver en sous-vêtements devant la caméra. Lorsqu'il tenta de faire le salut militaire réglementaire, Freisler se moqua de lui devant le tribunal. Lorsqu'il tenta de présenter sa défense, il fut interrompu par des cris. Le verdict était déjà décidé avant même le début des audiences. Le 8 août 1944, Witzleben fut emmené à la prison de Plötzensee. L'exécution eut lieu par pendaison, mais pas par la pendaison conventionnelle qui brise le cou lors de la chute. Sur ordre direct d'Hitler, on utilisa une corde fine attachée à un crochet métallique, ce qui provoquait une mort par strangulation lente. Le processus dura plusieurs minutes. Il fut filmé. Il avait 62 ans. Il en avait passé 40 dans l'armée allemande. Son crime, selon le tribunal, avait été la haute trahison. Son véritable crime avait été de décider, plutôt que la plupart de ses collègues, que l'homme auquel ils avaient juré allégeance était une catastrophe morale qui devait être éliminée. Le film de son exécution a été projeté au siège du parti nazi. On raconte qu'Hitler l'aurait regardé dans son intégralité. Erwin Rommel est né le 15 novembre 1891 à Heidenheim, près d'Ulm, dans la province du Württemberg.
Son père et son grand-père étaient professeurs de mathématiques, des hommes issus d'une classe moyenne solide, sans aucun lien avec les cercles aristocratiques qui dominaient le corps des officiers prussiens. Il n'y avait pas dans son arbre généalogique le préfixe « von » qui facilitait l'ascension dans l'armée impériale. Ce que Rommel avait, c'était autre chose, une capacité presque instinctive à lire le champ de bataille, une audace que ses supérieurs tentaient sans cesse de contenir et qu'il ignorait sans cesse, et une présence physique qui transformait les hommes qui servaient à ses côtés. Son entrée dans l'armée eut lieu le 19 juillet 1910, lorsqu'il s'engagea comme cadet au 124e régiment d'infanterie à Weingarten. 2 ans plus tard, à l'Académie de guerre de Danzig, il fit la connaissance de Lucie Maria Mollin, qu'il épousera en novembre 1916 lors d'une permission du front roumain. Pendant la Première Guerre mondiale, Rommel s'est forgé un palmarès de combat qui aurait été extraordinaire pour n'importe quel officier de n'importe quelle armée. La prise du mont Matajur en Italie en octobre 1917, où, au cours de 50 heures de combat ininterrompus, ses forces ont capturé 150 officiers, 9000 soldats et 81 canons, ce qui lui valut là, pour le mérite, distinction habituellement réservée aux généraux de haut rang. Dans l'entre-deux-guerres, alors qu'il servait comme instructeur à l'école d'infanterie de Dresde, Rommel écrivit un livre intitulé « Infanterie greift an », l'infanterie à l'attaque, un recueil de ses expériences de combat qui se vendit à plus de 400 000 exemplaires avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre attira l'attention d'Hitler, qui, en août 1939, le nomma général de brigade et le plaça à la tête de son bataillon de sécurité personnelle. En février 1940, à l'âge de 48 ans, Rommel prit le commandement de la 7e division blindée avec moins de 3 mois pour faire connaissance avec ses hommes avant l'invasion de la France. Ce qu'il accomplit avec cette division en 6 semaines bouleversa la perception de ce qu'une formation blindée pouvait réaliser. La 7e division blindée avançait si vite que ses propres lignes de communication ne pouvaient pas la suivre, et ses mouvements étaient si imprévisibles que le commandement allié mettait des jours à comprendre ce qui s'était passé. Ses troupes l'appelaient la Gespenster-Division, la division fantôme. En Afrique du Nord, entre février 1941 et mai 1943, Rommel s'est forgé la réputation qui le suit encore aujourd'hui. À la tête de l'Afrika Korps, puis de la Panzerarmee Afrika, dans une guerre logistique où il opérait toujours en situation de désavantage en matière de ravitaillement, ses manœuvres contre les Britanniques atteignirent un niveau de sophistication tactique qui poussa le général Sir Claude Auchinleck, commandant en chef allié au Moyen-Orient, à avertir ses officiers dans une note « Nous parlons trop de notre ami Rommel ». Churchill lui-même a reconnu devant le Parlement qu'ils avaient en face d'eux un grand général. Mais dès la fin de 1942, lorsque la 2e bataille d'El Alamein marqua le début du retrait allemand d'Afrique, Rommel commença à voir clairement qu'une victoire totale de l'Allemagne n'était plus possible. Il écrivit à sa femme au milieu de l'année 1942 « Je ne peux plus croire à la victoire finale ». Ces tentatives pour convaincre tant Hitler que Mussolini que le retrait d'Afrique était la seule option stratégique rationnelle furent accueillies avec fureur et des accusations de défaitisme. Lorsqu'il revint en Europe en 1944 pour organiser la défense de la France face au débarquement allié que tout le monde attendait, Rommel était déjà convaincu que la guerre était perdue. Sa divergence avec les conspirateurs du 20 juillet n'était pas d'ordre conceptuel mais d'ordre méthodologique. Il ne soutenait pas l'idée d'assassiner Hitler car il pensait que cela déclencherait une guerre civile allemande. Il préférait que Hitler soit arrêté et jugé. Son chef d'état-major, le général Hans Speidel, qui était quant à lui activement impliqué dans la conspiration, le tenait informé des activités du groupe sans lui demander de participer directement. Le 17 juillet 1944, 3 jours avant l'attentat de Stauffenberg, la voiture décapotable dans laquelle Rommel voyageait sur la route entre Livaro et Vimoutiers fut attaquée par un chasseur allié. Le maréchal fut projeté dans le fossé, souffrant de graves fractures au crâne et à la pommette gauche. Il était hospitalisé et en convalescence lorsque les nouvelles du 20 juillet lui parvinrent. S'ensuivit une enquête qui, grâce à des aveux arrachés sous la torture à plusieurs conspirateurs, finit par associer le nom de Rommel à celui des conspirateurs. Les preuves étaient circonstancielles.
Rommel n'avait jamais signé aucun document compromettant ni participé à aucune réunion opérationnelle du complot. Mais sa popularité était si grande qu'Hitler savait qu'un procès public détruirait le moral de la population civile allemande. La solution choisie fut différente. Le 14 octobre 1944, deux généraux, Wilhelm Burgdorf et Ernst Meisel, se rendirent au domicile de Rommel à Erlingen, près d'Ulm. Ils lui expliquèrent les options. Il pouvait comparaître devant le tribunal du peuple et être jugé pour trahison, avec les conséquences que cela aurait pour sa famille et son équipe personnelle, ou bien il pouvait prendre la capsule de poison qu'ils avaient apportée, auquel cas le régime annoncerait qu'il était mort de ses blessures de guerre, et il recevrait des funérailles nationales avec tous les honneurs. Rommel entra dans sa chambre, fit ses adieux à son fils Manfred lors d'une brève conversation au cours de laquelle il lui expliqua ce qui allait se passer, puis sortit dans le jardin et monta dans la voiture avec les deux généraux. Quelques minutes plus tard, il avala le cyanure. Le processus fut rapide. Le régime annonça que le maréchal Erwin Rommel était décédé des suites des blessures subies en Normandie. Le deuil national fut décrété. Des funérailles nationales furent organisées. Hitler envoya une couronne de fleurs. La Gestapo incinéra le corps, selon certaines sources, afin d'éliminer toute preuve susceptible d'apparaître à l'avenir. Il avait 52 ans. Son fils Manfred Rommel deviendra maire de Stuttgart. La vérité sur la mort de son père fut rendue publique après la guerre grâce aux témoignages des personnes présentes et de Burgdorf lui-même, qui mourut à Berlin dans les dernières semaines du conflit. La capitulation de Friedrich Paulus face aux Soviétiques à Stalingrad le 31 janvier 1943 fut le plus grand traumatisme psychologique subi par l'armée allemande pendant toute la guerre et probablement le moment où la défaite finale de l'Allemagne devint non seulement possible, mais inévitable pour une majorité silencieuse de la population. Paulus est né en 1890 à Breitenau, une petite localité de la Hesse. Son père était trésorier d'un établissement de correction pour mineurs et bien que la famille fût respectable, elle n'avait pas les origines aristocratiques privilégiées par l'armée impériale prussienne. Lorsqu'il tenta de s'engager dans la marine impériale à l'adolescence, il fut refusé. Il étudia brièvement le droit à Marbourg avant que l'armée, commençant à élargir sa base sociale, ne l'accepte comme cadet du 111e régiment d'infanterie en 1910. Le 30 janvier 1943, jour du 10e anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le Führer promut Paulus au grade de maréchal de campagne. C'était un message codé. Aucun maréchal de campagne allemand ne s'était jamais rendu. On attendait de Paulus qu'il en tire la conclusion évidente. Le lendemain, le 31 janvier 1943, Paulus se rendit au général soviétique Mikhail Choumilov dans le sous-sol d'un grand magasin du centre de Stalingrad. Il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. La moitié de son visage était paralysée par un spasme nerveux. Au cours des semaines suivantes, 91 000 autres prisonniers allemands furent capturés, dont seuls environ 6 000 finiraient par rentrer en Allemagne après des années passées dans des camps de travail soviétiques. Paulus fut emmené dans un camp spécial près de Moscou où il fut soumis à des interrogatoires et maintenu dans des conditions relativement privilégiées par rapport à ses soldats. Au départ, il refusa de coopérer. Après l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944, quelque chose en lui changea. Il commença à intervenir dans des émissions de radio destinées aux troupes allemandes, appelant à la reddition pour éviter de nouvelles morts inutiles. Il participa au Comité national pour une Allemagne libre, une organisation soutenue par les Soviétiques. Il témoigna au procès de Nuremberg contre le haut commandement allemand. Ses collègues le considéraient comme un traître. Lui pensait avoir fait la seule chose moralement défendable. Les historiens débattent encore pour savoir si cet homme, incapable de prendre la décision de briser l'encerclement de Stalingrad, a finalement trouvé cette détermination en captivité ou s'il a simplement été utilisé par ses ravisseurs avec l'efficacité qui a toujours caractérisé la propagande soviétique. En 1953, Paulus fut transféré en République démocratique allemande, où il donna des conférences et des cours à l'Académie militaire de Dresde. Il vécut à Dresde dans la discrétion jusqu'à ce qu'on lui diagnostique en 1956 une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig. Son état physique se détériora rapidement.
Il mourut le 1er février 1957, exactement 14 ans après sa reddition à Stalingrad. Il avait 66 ans. Sa dernière action publique fut d'écrire que Hitler avait détruit l'Allemagne. C'était une vérité qu'il lui avait fallu exactement 40 ans de vie militaire pour prononcer. L'histoire de Theodor Eicke n'est pas celle d'un général mort au combat au sens conventionnel du terme. C'est celle d'un homme qui a transformé la bureaucratie de l'horreur en une institution militaire et dont la fin a eu quelque chose de l'arbitraire qu'il avait lui-même infligé à des milliers de vies. Eicke est né le 17 octobre 1892 à Ampon, en Alsace, alors allemande. Issu d'une famille de 11 enfants d'un fonctionnaire des chemins de fer, il a commencé sa carrière dans l'armée impériale allemande et a atteint le grade de sous-officier avant la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1920, il échoua successivement dans plusieurs emplois civils, fut arrêté pour activité politique et, en 1932, alors qu'il était détenu en Allemagne dans l'attente de son procès pour des activités terroristes au sein de la SA, il fut déclaré mentalement instable par un psychiatre légiste et envoyé en Italie, où il resta sous la protection des SS italiens. C'est Heinrich Himmler qui le sortit de cette situation en 1933 et qui, ce faisant, trouva exactement l'homme dont il avait besoin pour une tâche particulière: organiser le système des camps de concentration que le régime nazi commençait à mettre en place. Eicke fut nommé commandant du premier camp de concentration à Dachau en juin 1933. Ce qu'il y mit en place fut le modèle qui allait être reproduit dans tous les camps qui suivirent: le système de sanctions graduées, le régime de travail forcé, la déshumanisation systématique des prisonniers, le principe selon lequel les gardes devaient se sentir totalement séparés de leurs victimes. En juin 1934, Eicke participa à l'assassinat d'Ernst Röhm lors de la nuit des longs couteaux, éliminant le chef de la SA sur ordre direct d'Hitler. Cette exécution consolida sa position au sein de la SS en tant qu'homme prêt à tuer quiconque ses supérieurs désigneraient. En 1939, lorsque la guerre éclata, Eicke fut nommé commandant de la division SS Totenkopf, initialement constituée à partir du personnel des camps de concentration. La division se distingua non seulement par sa férocité au combat, mais aussi par sa disposition à commettre des atrocités que d'autres unités évitaient. En mai 1940, à Le Paradis, des soldats de la Totenkopf exécutèrent 97 prisonniers de guerre britanniques. Sur le front de l'Est, la division Totenkopf combattit dans les conditions les plus difficiles de la campagne. En 1942 et 1943, elle participa au combat autour de Kharkov. Le 26 février 1943, lors d'opérations de reconnaissance au sud de Kharkov, Eicke volait à bord d'un petit avion d'observation pour inspecter personnellement les positions soviétiques. L'avion fut touché par des tirs anti-aériens et s'écrasa en territoire disputé. Son corps fut récupéré le lendemain sous un feu intense. Il fut enterré en Ukraine avec les honneurs militaires. Après la guerre, les autorités soviétiques détruisirent sa tombe. Il avait 50 ans. L'homme qui avait contribué plus que quiconque à mettre en place l'infrastructure du génocide nazi mourut avant de voir l'aboutissement de ce qu'il avait construit. Lorsque le roi Frédéric le Grand de Prusse recruta au XVIIIe siècle un officier de cavalerie hongrois nommé Manteuffel pour son armée, il ne pouvait imaginer que 200 ans plus tard, un descendant direct de cet officier deviendrait l'un des derniers commandants de blindés véritablement brillants que l'Allemagne ait produit. Hasso Eckhard von Manteuffel est né le 14 janvier 1897 à Potsdam, au cœur de la tradition militaire prussienne. Il était extraordinairement petit pour un commandant de char, mesurant à peine 1,62 m, ce qui lui permettait de se déplacer avec une agilité inhabituelle à l'intérieur et autour des véhicules blindés qui allaient constituer son élément naturel tout au long de la guerre. Ses troupes l'appelaient « Der Kleine », le petit, avec une affection sincère. Lors de l'offensive des Ardennes de décembre 1944, Manteuffel commandait la 5e armée blindée, la formation qui, au cours des premières semaines de la campagne, infligea les pertes les plus lourdes aux forces américaines. Contrairement à Sepp Dietrich, dans le Nord, qui disposait de plus de ressources mais les employa avec moins d'habileté, Manteuffel exploita les brèches dans les défenses américaines avec une rapidité qui provoqua la crise la plus grave à laquelle les forces alliées furent
confronté après le débarquement en Normandie. Ce que peu de gens savent à propos de Manteuffel, c'est qu'il fut lui-même l'un des généraux qui tentèrent de dissuader Hitler de lancer l'offensive. Lors d'une conférence tenue début décembre 1944, aux côtés de Model et Dietrich, il fit valoir que l'objectif de la prise d'Anvers était irréalisable. Il proposa une version plus modeste, un petit coup de maître, plutôt que le grand coup de maître conçu par Hitler. Le Führer refusa. Manteuffel obéit puis fit ce qu'il faisait toujours. Il trouva le moyen de tirer le maximum des ressources disponibles. Lorsque la contre-offensive alliée finit par écraser la poche formée dans les lignes américaines, Manteuffel dirigea la retraite de la 5e armée blindée avec le même professionnalisme dont il avait fait preuve lors de l'avance. Il fut transféré sur le front de l'Est dans les derniers mois de la guerre, où il tenta d'arrêter l'avance soviétique avec des moyens tout à fait insuffisants. Il se rendit aux Britanniques en mai 1945. Il fut détenu dans un camp de prisonniers et libéré en 1946. Ce qui suivit pour Manteuffel fut une histoire sans équivalent parmi les généraux allemands de haut rang. Il entra dans la vie politique civile de la République fédérale d'Allemagne, fut élu député au Bundestag pour le Parti libéral-démocrate et participa activement au débat sur le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest dans le cadre de l'OTAN. En 1959, il fut traduit en justice, non pas pour crime de guerre, mais pour avoir ordonné l'exécution sommaire d'un soldat allemand pendant la retraite. Il fut condamné pour homicide involontaire à 18 mois de prison, mais fut libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Plus tard, il intervint en tant que conseiller dans des discussions stratégiques liées à l'OTAN. Il est décédé le 24 septembre 1978 de cause naturelle, à l'âge de 81 ans, alors qu'il était en vacances en Autriche. Il est l'un des rares généraux de haut rang de la Wehrmacht à avoir vécu assez longtemps pour voir l'Allemagne qui a succédé à celle qu'il avait servi devenir une démocratie stable au sein de l'Alliance occidentale. Si la guerre a une forme d'élégance, Albert Kesselring en fut le représentant le plus improbable sous le Troisième Reich. Non pas par sa personne, mais par sa méthode. La capacité de transformer chaque rivière, chaque montagne, chaque village en un élément d'un système défensif qui faisait payer à ses adversaires un prix disproportionné pour chaque kilomètre conquis. Kesselring est né le 30 novembre 1885 à Markstedt, en Bavière. Il a commencé sa carrière dans l'artillerie, où il a développé une compréhension technique du terrain et des tirs coordonnés qui marquera toute sa carrière. Lorsque Hitler a commencé à reconstruire la Luftwaffe en secret dans les années 1930, Kesselring a été l'un des officiers de l'armée transférés vers la nouvelle force aérienne pour lui donner une base professionnelle. Il devint maréchal de la Luftwaffe, le seul à atteindre ce grade. C'est en Méditerranée que Kesselring devint bien plus qu'un simple bon administrateur militaire. En Italie, entre 1943 et 1945, il utilisa la géographie de la péninsule avec une habileté qui continue d'être étudiée dans les académies militaires. La ligne Gustave, qui traversait l'Italie d'une mer à l'autre à peu près à la hauteur de Monte Cassino, a maintenu les armées alliées à distance pendant des mois malgré leur supériorité écrasante en hommes, en matériel et en maîtrise de l'air. Kesselring calculait où il pouvait faire payer le plus lourd tribut à l'attaquant, retirait ses forces avant qu'elles ne soient compromises et établissait la ligne défensive suivante sur le terrain le plus favorable disponible. La bataille de Monte Cassino entre janvier et mai 1944 fut l'épisode le plus marquant de ce système. Les troupes alliées, sous le commandement successif des généraux Mark Clark et Harold Alexander, tentèrent, au cours de 4 batailles consécutives, de percer la ligne défensive que le 14e corps blindé du général Friedrich von Senger maintenait sur les collines entourant le monastère. La célèbre abbaye bénédictine fut détruite par les bombardements alliés en février 1944 sur la base de la croyance erronée que les Allemands l'utilisaient comme poste d'observation. En réalité, Senger avait déclaré le monastère zone interdite à ses troupes précisément pour éviter que sa destruction ne devienne un argument de propagande alliée. Kesselring se rendit aux forces américaines à la fin de la guerre. En 1947, un tribunal militaire britannique le condamna à mort pour crimes de guerre liés à des représailles contre des civils italiens,
en particulier le massacre des Fosses Ardeatines à Rome en mars 1944, où 335 civils italiens furent exécutés en représailles à une attaque partisane qui avait coûté la vie à 33 soldats allemands de la SS. La peine de mort fut commuée en prison à perpétuité. En octobre 1952, il fut libéré de la prison de Werle en raison d'un cancer de la gorge que les médecins jugeaient en phase terminale. Cette libération suscita une controverse considérable. Des personnalités politiques britanniques, dont Churchill, avaient fait valoir que la peine initiale était disproportionnée pour quelqu'un qui n'avait pas personnellement ordonné les représailles, mais qui répondait à une chaîne de commandement remontant directement à Hitler. Après sa libération, Kesselring s'impliqua dans des associations d'anciens combattants et publia ses mémoires, dans lesquels il décrivait ses opérations en Italie avec la même précision méthodique qu'il avait mise à planifier ses défenses. Il mourut d'une crise cardiaque le 16 juillet 1960, à l'âge de 74 ans, dans un hôpital de Bad Nauheim, en Bavière. Le cancer, qui aurait dû l'emporter en 1952, a mis 8 ans de plus pour accomplir son œuvre. Il existe un type de général qui n'apparaît jamais dans les livres de mémoire, car sa spécialité est exactement le contraire de ce qui rend la guerre légendaire, non pas attaquer victorieusement, mais se retirer sans être anéanti. Gotthard Heinrici fut le représentant allemand le plus doué de cet art invisible. Heinrici est né le 25 décembre 1886 à Gumbinen, en Prusse orientale. Il était profondément religieux, abstinent, ennemi des excès et de la rhétorique, avec une allure de maître d'école qui contrastait avec la férocité tactique de ses décisions. Ses soldats l'appelaient « Der fromme Gotthard », le pieux Gotthard. Sa méthode sur le front de l'Est, où il passa la majeure partie de la guerre, était ce qu'on appela la défense élastique. Lorsque les renseignements indiquaient que l'adversaire était sur le point de lancer une offensive, Heinrici retirait ses troupes de la première ligne, laissant le bombardement préparatoire de l'artillerie soviétique s'abattre sur des positions presque vides. Lorsque les attaquants avançaient en s'attendant à trouver une ligne détruite, ils se heurtaient au contraire à des troupes fraîches en deuxième ligne. Les pertes soviétiques étaient disproportionnées, les pertes allemandes minimes. En 1945, alors que les Soviétiques préparaient l'assaut final sur Berlin, Heinrici reçut le commandement du groupe d'armées Vistule, la dernière ligne défensive allemande. Les collines de Silo, une chaîne de hauteur dominant la plaine de l'Oder à 90 km à l'est de Berlin, constituaient le point où Heinrici tenta d'arrêter l'avance soviétique. Il avait inondé certaines parties de la vallée de l'Oder pour entraver l'avance des blindés soviétiques et avait organisé ses défenses avec la même logique élastique qu'il avait appliquée à l'Est. Le maréchal Georgi Zhukov, commandant du front biélorusse chargé de prendre Berlin, lança l'attaque le 16 avril 1945 avec un bombardement préparatoire utilisant 140 projecteurs pour aveugler les défenseurs allemands. L'effet fut contraire à celui escompté. Les projecteurs éclairaient les attaquants soviétiques eux-mêmes et la confusion qu'ils provoquèrent ralentit l'avance pendant plusieurs jours. Heinrici avait évacué la ligne de front quelques heures auparavant. Le prix payé par Zhukov pour les collines de Silo fut de 30 000 morts en 4 jours, bien que les sources divergent considérablement sur ce chiffre. La ligne finit par céder, comme Heinrici savait que cela arriverait inévitablement. Lorsque Hitler, depuis son bunker à Berlin, ordonna à ses troupes de se sacrifier pour une défense finale de la capitale, Heinrici refusa. Ce n'était ni de la lâcheté ni de la trahison. C'était la même logique qu'il avait appliquée tout au long de sa carrière. Sacrifier inutilement ses hommes dans une bataille qui ne pouvait être gagnée était le contraire de ce qu'un commandant avait le devoir de faire. Il fut relevé de son commandement. Hitler avertit ses subordonnés que Heinrici risquait d'être exécuté s'il revenait à Berlin. Heinrici changea d'itinéraire et se rendit aux forces britanniques. Il resta détenu dans un camp au pays de Galles jusqu'en 1948. Il vécut le reste de sa vie en Allemagne et mourut en 1971 à l'âge de 85 ans avant d'être inhumé avec les honneurs militaires. Le général qui sauva le plus de vies allemandes en refusant d'obéir à l'ordre d'Hitler de mourir au combat à Berlin fut l'un des rares de son rang à mourir dans son lit de vieillesse. Le nom de Heinz Guderian est indissociable du concept de Blitzkrieg.
non pas parce qu'il l'a inventé lui-même, mais parce qu'il fut l'homme qui transforma une idée tactique en une doctrine opérationnelle, et cette doctrine en une réalité qui changea la guerre moderne. Guderian naquit le 17 juin 1888 à Kulm, sur les rives de la Vistule. Dans les années 1930, alors que l'armée allemande s'étendait et cherchait de nouvelles doctrines pour l'emploi des forces mécanisées, Guderian fut le défenseur le plus passionné de l'idée que les chars devaient opérer en masse, de manière indépendante, en pénétrant profondément dans les lignes ennemies avant que l'adversaire n'ait le temps d'organiser une riposte. Ses supérieurs théoriciens, formés dans la tradition de l'artillerie et de l'infanterie, considéraient les chars principalement comme un appui à l'infanterie. Guderian, quant à lui, considérait l'infanterie comme un appui aux chars. Le livre qu'il publia en 1937, Achtung Panzer, était davantage un manifeste doctrinal qu'un ouvrage académique. Et lorsque vint le moment de le mettre à l'épreuve, en Pologne en 1939 et en France en 1940, les résultats confirmèrent la théorie de manière si spectaculaire que les doutes de ses détracteurs furent réduits au silence. En France, le 19e corps blindé de Guderian traversa la Meuse à Sedan et avança vers la Manche à une telle vitesse que l'OKH lui-même ordonna à 2 reprises de s'arrêter, craignant que les flancs ne soient exposés. Guderian désobéit à ces 2 occasions, ou trouva des interprétations créatives des ordres qui lui permettaient de continuer à avancer. Il en résulta l'encerclement du gros des armées alliées à Dunkerque. Les frictions avec Hitler commencèrent à l'hiver 1941. Devant Moscou, alors que les températures descendaient en dessous de 0 et que ces hommes gelaient dans des positions pour lesquelles ils n'étaient pas équipés, Guderian demanda l'autorisation de se replier vers des positions défensives plus favorables. Hitler le lui refusa, invoquant sa doctrine de « ne pas reculer d'un pas ». Guderian désobéit et fut démis de ses fonctions en décembre 1941. Il resta hors du service actif jusqu'après le 20 juillet 1944, date à laquelle Hitler, cherchant quelqu'un pour réorganiser l'état-major de l'armée après les purges qui suivirent l'attentat, le nomma chef d'état-major. À ce poste, qui relevait davantage de la gestion de crise que de la stratégie, Guderian participa à l'expulsion des officiers soupçonnés d'être liés au complot. Ses relations avec Hitler restèrent tumultueuses. Lors d'une réunion en février 1945, ils se disputèrent avec une telle violence au sujet de la situation sur le front de l'Est que plusieurs généraux présents crurent que Guderian allait être arrêté sur le champ. Hitler le mit en congé de maladie en mars 1945. Il se rendit aux forces américaines le 10 mai 1945. Il resta prisonnier jusqu'en 1948, date à laquelle il fut libéré sans inculpation. Il passa les années suivantes à rédiger ses mémoires, Erinnerungen eines Soldaten, mémoire d'un soldat, qui devinrent une référence incontournable pour toute étude de la guerre sur le front de l'Est et de la doctrine blindée allemande. Il mourut le 14 mai 1954 à Schwangau, en Bavière, d'une maladie cardiaque, à l'âge de 65 ans. Son épouse, Margarete Goerne, que Guderian qualifiait dans ses lettres de campagne de raison pour laquelle il continuait à se battre, lui survécut de nombreuses années. L'architecte de la Blitzkrieg est mort d'un cœur qui s'est usé avant lui. L'histoire de Johannes Blaskowitz est unique parmi les généraux de haut rang du Troisième Reich, car c'est l'histoire d'un homme qui a tenté, dans les limites du système militaire, de faire ce qu'il estimait moralement juste et qu'il a payé de sa carrière avant de le payer de sa vie d'une manière qui n'est pas encore tout à fait élucidée. Blaskowitz est né le 10 juillet 1883 à Paterswald, une petite localité de Prusse orientale. Il devint officier d'infanterie de carrière dans la plus pure tradition, méticuleux, intègre, totalement étranger à la politique. Lors de l'invasion de la Pologne en 1939, il commanda la 8e armée, puis fut nommé commandant en chef des forces d'occupation allemandes en Pologne. C'est à ce poste que Blaskowitz fit quelque chose que très peu d'officiers de son rang osèrent faire, protester formellement et par écrit contre les crimes que les SS commettaient contre la population polonaise, y compris les juifs et les civils. Il envoya 2 mémorandums directement à l'OKH, décrivant en détail les exécutions massives, les pillages et les atrocités commises par les unités SS. Dans le 2e mémorandum, daté de février 1940,
Il affirmait que ces activités sapaient le moral de l'armée allemande et contredisaient les principes du droit international de la guerre. Hitler, lorsqu'il en eut connaissance, le qualifia de « naïf ». Blaskowitz fut muté à un poste sans réelle importance opérationnelle. Il ne reçut jamais le grade de maréchal de campagne auquel son parcours l'aurait normalement donné droit. Pendant le reste de la guerre, il commanda des forces en France et aux Pays-Bas avec compétence, mais sans la reconnaissance qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas commis l'erreur d'avoir une conscience. Dans la phase finale de la guerre, il commanda le groupe d'armée H aux Pays-Bas. Après la capitulation allemande, Blaskowitz fut arrêté et accusé de crimes de guerre devant le tribunal militaire international pour les principaux criminels de guerre à Nuremberg, puis devant le tribunal du haut commandement allemand qui jugeait les généraux. Alors qu'il attendait la suite de la procédure, le 5 février 1948, Blaskowitz est tombé du balcon de la prison où il était détenu et est mort sur le coup. Qu'il s'agisse d'un suicide, d'un accident ou d'une chute provoquée par quelqu'un, c'est une question que les enquêteurs n'ont pas pu trancher définitivement. Ce qui ajoute une ironie amère à cet événement, c'est que, selon les analyses juridiques de son dossier, il existait une réelle possibilité qu'il soit acquitté. C'était le général qui avait le plus clairement protesté contre les crimes des SS. Sa chute à Nuremberg reste l'un des mystères non résolus du procès. Il avait 64 ans. Il existe des généraux qui bâtissent leur renommée sur des victoires brillantes et trouvent ensuite la mort dans des circonstances totalement étrangères au champ de bataille. Édouard Dietl était l'un d'entre eux. Dietl est né le 20 et 1 juillet 1890 à Bad Aibling, en Bavière. Alpiniste et chasseur, c'était un homme qui connaissait les montagnes depuis son enfance et qui a su transformer cette connaissance en avantage tactique lorsque l'armée allemande a commencé à se préparer à la guerre sur des terrains extrêmes. En 1940, lors de l'invasion de la Norvège, Dietl et ses troupes de montagne s'emparèrent de Narvik, le port arctique stratégique par lequel transitait le minerai de fer suédois à destination de l'Allemagne. Ce qui s'ensuivit à Narvik fut l'une des défenses les plus extraordinaires de toute la guerre. Les navires de guerre allemands qui avaient transporté les troupes de Dietl furent coulés par la Royal Navy lors des batailles du fjord de Narvik, laissant Dietl et ses 5000 hommes sans possibilité de renfort ni de retraite. Face à eux se trouvaient des forces norvégiennes, britanniques, françaises et polonaises largement supérieures en nombre, en artillerie et en soutien naval. Pendant des semaines, Dietl organisa la défense dans les montagnes qui entouraient la ville, tirant parti du terrain avec une habileté que ses adversaires ne pouvaient égaler. Ses hommes dormaient dans la neige, se déplaçaient sur des chemins que les cartes indiquaient comme impraticables, et résistèrent à l'assaut après l'assaut. Lorsque la catastrophe en France contraignit les Alliés à retirer leurs forces de Norvège en juin 1940, Dietl reprit la ville intacte. Hitler le surnomma le héros de Narvik et lui remit la croix de chevalier lors de l'une des premières cérémonies de ce type. Au cours des années suivantes, Dietl commanda les forces allemandes dans le nord de la Finlande et en Norvège. En 1944, alors que la situation sur le front de l'Est se détériorait dramatiquement, il proposa à Hitler que les troupes stationnées en Norvège, où il n'y avait pas de menace opérationnelle réelle, soient transférées vers l'Est où elles étaient urgemment nécessaires. Hitler refusa. Son obsession de conserver la Norvège comme base pour la guerre sous-marine et comme source de ressources minérales poussait le Führer à considérer ses troupes comme intouchables. Le 23 juin 1944, Dietl monta à bord d'un trimoteur Junkers Ju-52 en compagnie de 3 officiers pour se rendre à une conférence. L'avion s'écrasa lors d'une période de mauvais temps près du village de Reiteralm en Autriche. Tous périrent dans l'accident. Il avait 53 ans. Il mourut dans le même type de montagne où il s'était forgé sa réputation. De tous les généraux qui apparaissent dans ce récit, Gerd von Rundstedt est peut-être celui qui incarne le mieux le paradoxe fondamental de l'officier militaire allemand face au nazisme. Un homme qui en privé méprisait Hitler et son régime et qui, en public, le servait avec une efficacité qui contribua matériellement à ses victoires. Rundstedt est né le 12 décembre 1875 à Aschersleben, dans le Harz, au sein d'une famille noble dont l'histoire militaire remontait au moins au XIIe siècle. Il a commencé son service actif le 22 mars 1892, avant d'avoir atteint l'âge de 17 ans.
Il était l'officier le plus ancien en service actif lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Sa carrière comprend certaines des opérations les plus décisives de la guerre. En Pologne, en 1939, son groupe d'armée sud a mené la première grande opération d'encerclement de la Seconde Guerre mondiale, capturant 120 000 prisonniers lors de la bataille de la Bzura. En France, en 1940, c'est le groupe d'armée de Rundstedt, avec Manstein comme chef d'état-major qui a mené le Sichelschnitt. Au cours des premiers mois de l'opération Barbarossa, ses forces ont pris Kiev en septembre 1941 lors d'un encerclement qui a permis de capturer 667 000 soldats soviétiques, la plus grande capitulation de l'histoire militaire. Ce que ses biographes ont documenté en détail, c'est la constance avec laquelle Rundstedt, en privé, exprimait sa méfiance envers Hitler. L'amiral Friedrich Ruge s'en souvient dans ses mémoires, le décrivant comme un amateur de romans d'aventure, affichant une indifférence presque ostentatoire envers la politique, tandis que les autres généraux tentaient de déchiffrer les derniers ordres du Führer. Dans ses déclarations après le procès de Nuremberg, il affirma qu'il s'était toujours opposé au nazisme, mais qu'en tant que soldat, il ne pouvait pas participer à des activités politiques. À l'été 1944, après le débarquement en Normandie, Rundstedt a déclaré au général Keitel, chef de l'OKW, que la seule issue était de faire la paix. Keitel lui a demandé ce qu'il devait faire. « Faire la paix, bande d'imbéciles », a répondu Rundstedt, selon le témoignage ultérieur de plusieurs personnes présentes. Il a été relevé de ses fonctions. Capturé par les Américains en avril 1945, il eut une crise cardiaque lors des premiers interrogatoires, signe d'une santé qui se détériorait depuis des années. Il fut libéré en 1948. Il passa ses dernières années dans une maison de retraite à Hanovre, où des journalistes venaient parfois lui demander son avis sur la guerre. Il répondait par monosyllabes. Il est mort d'une insuffisance cardiaque le 24 février 1953, à l'âge de 77 ans. Il avait servi dans l'armée allemande pendant 61 ans. S'il y a un homme dans ce récit dont la cruauté ne s'est pas dirigée contre les ennemis de l'Allemagne, mais contre ses propres compatriotes, cet homme est Ferdinand Schörner. Les historiens allemands qui ont étudié son cas après la guerre ont trouvé des ordres signés de sa main qui envoyaient des soldats allemands à la potence pour des délits aussi vagues que l'attitude défaitiste ou l'abandon non autorisé de son poste. Schörner est né le 12 juin 1892 à Munich. C'était un combattant extraordinairement courageux de la Première Guerre mondiale qui avait obtenu la pour le mérite en combattant dans les Alpes. Physiquement intimidant, avec une voix que ses subordonnés décrivaient comme un rugissement constant, Schörner a bâti sa carrière dans l'armée d'Hitler sur un mélange de brutalité authentique et de loyauté idéologique qui le distinguait de presque tous ses collègues. Contrairement aux généraux formés à la tradition prussienne de modération dans l'exercice du pouvoir, Schörner estimait que le problème fondamental des troupes allemandes était le manque de terreur suffisante envers leurs propres officiers. Le remède qu'il mit en œuvre consistait à accroître systématiquement cette terreur. Des patrouilles de campagne arrêtant les soldats à la traîne, des procès sommaires sur le terrain, des exécutions où les condamnés étaient pendus aux arbres bordant les routes, avec des pancartes autour du cou expliquant leurs crimes afin que les soldats de passage reçoivent le message. Il gravit rapidement les échelons car Hitler voyait en lui exactement ce qu'il attendait d'un commandant. Quelqu'un prêt à exiger le sacrifice ultime sans hésiter. En janvier 1945, il fut nommé maréchal de campagne. Dans les dernières semaines de la guerre, il commanda le groupe d'armée centre qui continuait à se battre sur le territoire tchèque alors que le reste du Reich s'était déjà rendu. Le 8 mai 1945, la nuit de la capitulation officielle, Schörner abandonna ses troupes. Déguisé en civil, il monta à bord d'un avion et s'envola vers le Tyrol autrichien. Ces hommes, ceux à qui il avait exigé de mourir jusqu'au dernier, furent abandonnés en territoire hostile, à la merci des Soviétiques. Il se présenta quelques jours plus tard dans une caserne allemande, pensant peut-être pouvoir se rendre aux Américains. Il fut capturé par les Américains, mais en juin 1945, il fut transféré en Union soviétique qui le recherchait activement pour les crimes commis par ses troupes. Il passa environ 10 ans dans des camps de travail forcés soviétiques. En 1955,
Il fut libéré et remis à l'Allemagne de l'Est. Il fut transféré peu après en Allemagne de l'Ouest. Il y fut à nouveau jugé, cette fois par les tribunaux de la République fédérale, pour les exécutions qu'il avait ordonnées contre des soldats allemands au cours des derniers mois de la guerre. Il fut condamné en 1957 à 4 ans et demi de prison. Il fut libéré en 1960. Il se retira à Munich et évita de parler de la guerre pour le reste de sa vie. Il mourut d'une crise cardiaque en 1973, à l'âge de 81 ans. Le général qui avait pendu ses propres soldats aux arbres pour lâcheté mourut dans son lit, dans une ville bavaroise, après avoir survécu à la prison soviétique, à 2 procès en Allemagne et à près de 3 décennies d'après-guerre. Il y a des personnes que l'histoire ne mentionne qu'en passant, en quelques lignes, et qui incarnent pourtant des moments tout à fait singuliers. Georg Stumm est l'une d'entre elles. Il est mort exactement au moment le plus critique de la campagne d'Afrique du Nord, à l'instant où tout était sur le point de basculer. Stumm est né le 29 juillet 1886 à Holzminden, en Basse-Saxe. C'était un commandant de blindés compétent qui avait combattu sur le front de l'Est et qui, en août 1942, fut désigné pour remplacer temporairement Erwin Rommel à la tête de la Panzerarmee Afrika, tandis que le maréchal rentrait en Allemagne pour se remettre de la série de maux physiques qu'il avait accumulés au cours de 2 années de campagne dans le désert. Stumm arriva en Afrique au pire moment possible. Le 23 octobre 1942, le général Bernard Montgomery lança la 2e bataille d'El Alamein avec la plus grande concentration de tirs d'artillerie jamais vue sur le théâtre africain. Plus de 900 pièces tirant simultanément sur un front de 12 km. C'était le prélude à l'attaque qui allait briser le front de l'Axe. Dans la matinée du 24 octobre, Stumm se rendit sur la ligne de front pour évaluer personnellement la situation. Son véhicule fut pris sous le feu ennemi. L'officier qui l'accompagnait fut tué sur le coup. Le véhicule parvint à s'échapper sous le feu. Lorsque le convoi atteignit un endroit sûr, les officiers qui se trouvaient dans d'autres véhicules découvrirent que Stumm avait disparu. Son corps fut retrouvé quelques heures plus tard au bord de la route, sans blessure visible. Les médecins qui l'examinèrent conclurent qu'il avait été victime d'une crise cardiaque, peut-être provoquée par le choc lorsqu'il avait été projeté au sol lorsque le véhicule fut touché, ou par la combinaison d'un stress extrême et de l'hypertension artérielle dont il souffrait depuis longtemps. Hitler, qui appela Rommel le même après-midi pour lui demander de retourner immédiatement en Afrique, évoqua Stumm en termes élogieux. Il avait passé exactement 11 jours à la tête de la Panzerarmee Afrika avant que son cœur ne rende l'âme sous le poids combiné du désert, des bombardements et d'une responsabilité qu'il n'avait pas sollicitée. Joseph Sepp. Dietrich est l'un de ces personnages qui s'avèrent d'autant plus difficiles à comprendre qu'on les étudie. Il n'était ni un intellectuel militaire, ni un stratège de premier plan. C'était avant tout un homme d'action dont la loyauté personnelle envers Hitler précédait de nombreuses années celle de n'importe quel général de carrière. Dietrich est né le 28 mai 1892 à Hawangen, en Bavière. Il était boucher de métier avant la Première Guerre mondiale, où il a servi dans les corps de chars de l'armée impériale. Dans les années 1920, il fut l'un des premiers membres de la SS et le chef du service d'escorte personnelle d'Hitler, la Leibstandart SS Adolf Hitler. Pendant la guerre, il gravit les échelons, passant du commandement de cette unité, qui était au départ une compagnie d'escorte et devint un corps blindé d'élite, au commandement de la 6e armée blindée SS lors de l'offensive des Ardennes. Lors du massacre de Malmedy, le 17 décembre 1944, 84 prisonniers de guerre américains furent assassinés dans un champ près de la route par des troupes du Kampfgruppe Peiper, qui faisaient partie de la formation sous le commandement de Dietrich. Dietrich fut capturé par les Américains en mai 1945 et jugé pour les crimes commis dans les Ardennes. Il fut condamné à 25 ans de prison. Il purgea environ 10 ans de sa peine avant d'être libéré en 1956. La même année, il fut à nouveau jugé par les tribunaux allemands pour sa participation au meurtre de la nuit des Longs Couteaux de 1934, lorsque les SS exécutèrent les dirigeants de la SA sur ordre d'Hitler. Il fut à nouveau condamné. Il fut libéré en 1958, 3 ans avant la fin de sa peine, pour des problèmes cardiaques.
Il mourut le 21 avril 1966 à Ludwigsburg d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans. Ses funérailles rassemblèrent des milliers de personnes, dont une part considérable d'anciens membres de la Waffen-SS, dans ce qui constitua l'un des rassemblements d'anciens combattants les plus importants de l'après-guerre allemand. À l'été 1945, alors que les procès de Nuremberg commençaient à prendre forme, les Alliés furent confrontés à une question à laquelle il n'y avait pas de réponse facile. Que faire des hommes qui avaient dirigé les campagnes militaires d'Hitler ? Certains étaient morts, d'autres étaient vivants et prisonniers. La distinction entre le criminel de guerre et le soldat de carrière qui s'était simplement acquitté de son devoir militaire s'est avérée plus difficile à établir que ne l'avaient prévu les procureurs. Ce que ce récit a tenté de montrer, ce n'est pas seulement un recueil de biographies achevées, mais une image de la façon dont une institution de premier plan a été consumée par la structure politique qui lui avait valu ses premières victoires. Les généraux qui apparaissent dans ces pages étaient, pour la plupart, des hommes dotés d'une grande compétence technique. Certains d'entre eux, comme Manstein, Guderian ou Heinrici, comptaient parmi les meilleurs soldats que le XXe siècle ait produits. D'autres, comme Schörner ou Eicke, incarnaient quelque chose de plus sombre. La possibilité que le professionnalisme militaire devienne un instrument sans frein moral. Ce qui les unit, ce n'est ni l'héroïsme ni la vilenie, mais la question à laquelle ils ont tous dû faire face, à des moments différents et avec des réponses différentes. Jusqu'à quand obéit-on? Et que fait-on lorsqu'on comprend que l'obéissance mène à l'abîme? Quelques-uns ont trouvé la réponse dans la conspiration et l'ont payé de leur vie. D'autres l'ont trouvée dans la capitulation et ont survécu. Beaucoup ne l'ont jamais trouvée ou l'ont trouvée trop tard pour que cela ait de l'importance. La génération qui leur a succédé, celle qui a construit la Bundeswehr dans le cadre démocratique de l'OTAN, a tenté de tirer les leçons de cette histoire. Le temps nous dira si elle y est parvenue pleinement.